Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour ce test du Fujifilm X-T4. Alors je dis test et pas review parce que comme c'est un appareil photo que j'ai acheté, je vais pouvoir suivre tous les firmwares que va faire Fuji dans le temps et donc je préfère mieux parler d'un test ou plutôt d'un test initial et du coup on verra dans le temps ce que devient le X-T4, mais pour l'instant ça va être juste un test initial de ce que je trouve d'intéressant et de pas intéressant, et donc bien évidemment même si c'est mon appareil photo, je vais parler des choses qui me fâchent un peu sur l'appareil photo, aussi bien que des choses que je trouve de qualité. Pour commencer, il faut parler bien évidemment du X-T3 aujourd'hui. Avec la sortie du X-T4, il est vraiment devenu très intéressant d'acheter le X-T3 parce qu'il coûte vraiment pas cher, il va coûter dans les 1300 €, peut-être qu'il coûtera encore moins d'ici à ce que vous l'achetiez. Mais c'est vraiment une solution très intéressante, et ce qu'il faut savoir c'est bien évidemment qu'ils ont le même capteur, donc la même qualité, et le X-T30 encore avec un prix moins élevé va avoir la même qualité d'image que ce X-T4. Après, du coup, j'ai pas parlé du prix du X-T4, mais pour ce prix qui est de 1700 € me semble-t-il, on va presque avoir des pleins formats pour ce prix-là. Le Z6 est juste à 1800 € pardon, il me filme d'ailleurs. Et si vous trouvez ça bizarre que je chemine entre, parce qu'il y a mes notes devant l'écran de retour et le Z6 au-dessus, ce X-T4 il vaudra vraiment cher pour un APS-C, d'autant que par exemple vous pouvez prendre le RP et un objectif et ça vous fera le prix de ce Fujifilm X-T4. Donc on l'a dit, le X-T4 aura la même qualité d'image que le X-T3 et que par extension le X-T30 et le X Pro 3, mais je vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que c'est un appareil photo vraiment spécial et il y a des conditions spéciales pour l'acheter. Basiquement c'est un X-T3 amélioré, c'est entre un X-T3 et un X-T4. Donc ce qui pourra vous arrêter à la fin de la journée, c'est de savoir que quand vous faites des photos, vous pourrez avoir le même résultat avec un X-T4 ou avec un X-T30, avec un petit peu plus d'effort vu qu'il n'y a pas la stabilisation dedans. Après, si vous êtes plus confortable avec deux cartes SD, le choix se portera soit entre le X-T3 et bien évidemment ce X-T4, parce que le X-T30 a qu'un seul port de carte SD. Qui handicape aussi le X-T30 au final, c'est sa vidéo qui va être vraiment plutôt limitée, même si on a accès au 4K aussi avec le X-T30. Fuji a certainement limité le X-T30 en vidéo pour l'empêcher de fondre. Revenons cependant au X-T4, il va avoir le même capteur et le même processeur que le X-T3, que le X-T30 et que le X Pro 3, donc on aura aussi la même qualité d'image de ce 26 millions de pixels X30, donc avec la matrice spéciale de Fuji qui permet de ne pas avoir de filtre passe-bas. Après, en réalité, on s'aperçoit que maintenant les appareils photo s'en sortent très bien sans filtre passe-bas avec une matrice de Bayer normale, mais il aura, si vous voulez accéder à ce X-Trans, ce X-Trans. Donc allié aux optiques Fujifilm, pour un APS-C, on a vraiment des résultats qui sont plutôt extraordinaires. Je dirais que c'est pas forcément non plus au niveau d'un plein format, mais on a vraiment des optiques qui sont vraiment très très nettes, alliées avec ce fait de ne pas avoir de filtre passe-bas, ça va encore plus améliorer la netteté de vos photos. C'est vraiment quelque chose qui est assez agréable là-dedans, avec aussi la science des couleurs de Fujifilm. Donc au final, c'est très facile sans vraiment se mouiller, de dire que c'est la meilleure qualité APS-C que vous pouvez avoir sur le marché, puisqu'on est pratiquement à une qualité de plein format. Après, il y aura bien évidemment les défauts de l'APS-C dessus,
Tant qu'on est sur le capteur, on va retrouver le système autofocus 425 points qu'on trouverait sur le X-T3, sur le X-T30 et sur le X Pro 3. Cependant, il va partager les spécifications plus du X Pro 3 que des autres, à savoir un autofocus de phase qui va être à moins 6 EV. Je dis bien autofocus de phase parce que l'autofocus de contraste est le même que sur les autres. Donc ça va être EV-6 et EV-3 en contraste. Alors il y a des choses à noter sur cet autofocus, hein. Au départ je le trouvais pas forcément, enfin il est à la fois très bon et il y a des situations où il se fait avoir très facilement, et je m'en suis voulu au départ, hein. Je croyais que c'était soit l'objectif, soit l'appareil photo. Remarquez, le 16 mm c'est, comment dire ça, un défi pour tout l'appareil photo de faire le focus avec un grand angle, donc c'est déjà bien qu'il y arrive, hein, parce que avec l'angle de champ, le fait d'avoir beaucoup de profondeur de champ, c'est assez difficile à l'appareil photo de se repérer, vu que comment dire, les collimateurs de phase ne voient pas forcément bien les détails, puisqu'ils sont souvent très loin, optiquement on va dire. Et donc là-dessus j'étais un peu, genre j'avais un peu de mal là-dessus, je comparais, comment dire, avec le Z6, je vais juste en parler un petit peu là, mais je ferai sûrement une vidéo là-dessus, et comment dire, je me suis dit, mince, est-ce que c'est vraiment moi qui sais pas me servir de l'autofocus du X-T4, ou il y a vraiment quelque chose là-dessous, et au final, en passant un petit peu de temps avec la bible du X-T4, hein, à savoir que le manuel, hein, c'est pas comme toutes les autres marques où on va vous dire des trucs inutiles ou vous en fichez au final, vous avez juste à regarder sur le site les spécifications et c'est bon. D'ailleurs les spécifications du Fujifilm X-T4, il faut bien faire attention, il y en a plein qui sont fausses ou mal traduites. Par exemple, le relief d'œil n'est pas de 16,5 comme sur le X Pro 3, puisqu'il n'a pas d'œilleton, donc il n'a pas besoin d'avoir un relief d'œil très élevé. Il est de 23 mm, donc il est vraiment très bien sur le X-T4. Et donc page 74, je vais aller, je sais pas pourquoi j'ai mis mon marque-page ici, avec ce que j'étais en train de dire ici. On a tous les affichages de collimateurs et tout ça, et il y a une petite note ici en bas que je vais vous lire, hein, et il y a marqué « Bien que l'appareil photo possède un automatisme de mise au point de haute précision, il se peut qu'il n'arrive pas à effectuer la mise au point sur des sujets énumérés ci-dessous. » Alors, sujets très brillants tels que les miroirs aux carrosseries de voitures, et donc là c'était le premier test où je me suis dit « Waouh, il y a un truc qui va pas ». Sujet photographié à travers une vitre, bon ça c'est normal, ou autre objet qui réfléchit la lumière, bon ça c'est tous les autofocus qui font ça, hein, même les autofocus de réflexe ils vont avoir beaucoup de problèmes avec ça. Sujet sombre et sujet qui absorbe la lumière plutôt que ne la reflète, comme les cheveux ou la fourrure. Et ça, s'ils l'ont pas dit, ça équivaut au truc, au manque de contraste dans le blanc. Sujet sans substance, comme la fumée ou les flammes. Sujet présentant peu de contraste avec l'arrière-plan. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a un peu embêté lorsque j'ai testé le 16 mm. Il s'en sort plutôt bien avec d'autres types d'objectifs, comme le 50 mm f1.4 que j'ai acheté spécifiquement pour voir si l'autofocus du X-T4 était vraiment très bon, ce qu'il est au final. Donc par exemple si vous voulez prendre une branche qui est dans un gris moyen, enfin en termes d'exposition, enfin c'est pas forcément un gris moyen, une exposition moyenne avec du noir derrière et peut-être du blanc, il va forcément prendre ce qu'il y a derrière. Donc si vous avez un problème avec ça, bah, sachez que ça arrive. Moi c'est pas forcément ça que j'ai comme problème avec l'autofocus du X-T4, mais j'y reviendrai après. Sujet situé devant ou derrière un objet très contrasté qui figure lui aussi dans un cadre de mise au point. Voilà, par exemple, si votre votre collimateur prend ce que vous avez, ce qui est un peu compliqué parce que, au final, l'autofocus de phase, il a besoin d'avoir une limite, donc c'est souvent bien de prendre, par exemple, si vous voulez prendre un bras, là, je prendrais, non, l'autre, puisque je suis inversé là, prendre la ligne, voilà. Mais du coup, si le derrière est plus contrasté, il va prendre derrière. Voilà, figure lui aussi, par exemple, sujet photographié sur un fond composé d'éléments très contrastés, donc par exemple des motifs, des choses dans le genre. Ce qui fait que, même si l'autofocus est bien, il a sa propre façon de marcher, ce sera basiquement la chose que je pourrais plus reprocher au X-T4.
comme à tous les mirrorless, hein, au final, c'est qu'il va falloir apprendre à faire avec. Hein. Par exemple, si vous allez d'un réflexe Nikon ou Canon, si vous êtes une personne qui avait des réflexes avant, et ben vous n'avez pas de problème parce que ça marche de la même façon. Il y a peut-être un écart de sensibilité autour du collimateur autofocus, mais c'est plus mécanique qu'électronique, et l'électronique sert juste à faire en sorte que ça marche bien avec la mesure de la lumière qui est sur le même capteur et qui va mesurer la distance et permettre d'avoir quelque chose de concrètement plus précis. Tandis que là, en fait, comme on est à moitié mécanique et à moitié algorithme, donc vraiment c'est un ordinateur, hein. Par exemple, si vous l'allumez et qu'il n'y a aucun bruit autour, ça va faire un espèce de bruit d'ordinateur, c'est ça que je trouve marrant avec les mirrorless. Mais du coup, en fait, sa façon de marcher va être de la programmation et donc ça dépendra de chaque fabricant. Donc certains autofocus pourront être très bons, mais si vous n'utilisez pas des Fujifilm depuis la première génération ou si vous venez d'autres choses, ça va vous paraître bizarre au début, ce qui m'a fait bizarre aussi, parce que j'utilise le Nikon Z6 et il n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Alors basiquement, on a des collimateurs autofocus, mais la F de contraste fonctionne d'une manière différente. À savoir que la chose que je pourrais reprocher au Fujifilm X-T4, hein, si j'avais quelque chose à reprocher, c'est qu'il fait l'autofocus très vite, notamment avec ses optiques, ces optiques les plus récentes. On n'est pas encore aux génération 2 puisqu'elles sont censées arriver bientôt, mais on est sur des optiques designées différemment des premières f1.4 ou très lumineuses. Et ils sont vraiment très rapides ces autofocus, même des fois à ouverture basse, ils dépassent par exemple le 35 mm 1.4 qui est très bon à pleine ouverture, mais après on a un peu plus de problèmes lorsque on ferme. Mais je trouve l'autofocus un peu brutal et très rapide à faire la mise au point, donc par exemple quand il va manquer la mise au point, il va tout de suite se mettre à 0 par exemple, ou comme il dit l'autofocus très près, je pourrais avoir rien de net dans le plan, ce qui est un peu gênant. En fait, le Z6, lui, il a une autre façon de marcher que je trouve plus agréable. Je sais que l'autofocus du Z6 est moins bon que l'autofocus du X-T4, mais dans un cas où il ne va pas repérer la mise au point, il fait quelque chose de plus intelligent que le X-T4. Alors peut-être que ça peut être mis à jour dans le X-T4, mais si vous ne le savez pas, la mesure de la lumière connaît la distance de votre sujet, donc elle est capable de savoir à la fois, ça l'aide en fait en gros à faire la bonne exposition, et donc ça aide le Z6 à, quand il fait pas la mise au point comme il faut, à juste rester pas loin de la zone de mise au point, donc c'est beaucoup plus facile de retrouver la mise au point, et vous avez toujours quelque chose d'à peu près net, puisque si vous photographiez à 1 mètre, il va juger entre, on va dire, 80 cm et 1,20 m, tandis que lui, il va essayer de faire toute la zone de mise au point, et il se peut que vous ayez une photo ratée et qu'il faille la reprendre. Ça arrive notamment, en fait, le plus piégeux pour le X-T4, enfin de ce que je sais, parce que tous les autofocus ont des problèmes en basse lumière ou quoi que ce soit, c'est vraiment les zones très moyennes, il va avoir beaucoup de mal à se repérer dedans. Voilà, tout simplement. Mais cependant, le X-T4 a quelque chose qui est très bien et qui était sur le X-Pro 3 avant, qui va lui servir à bien marcher dans ces cas-là, c'est d'avoir cette possibilité de faire... Alors, comment ça s'appelle exactement? Je vais allumer le X-T4. Voilà, le limiteur de plage autofocus. Donc en gros, vous avez des pré-réglages à 2 mètres et à plus l'infini et à 5 mètres plus l'infini, et vous pouvez régler quelque chose de personnalisé. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais du coup ce que ça va faire, c'est que par exemple quand je suis avec le 16 mm, si je veux être sûr d'avoir quelque chose au point, quand je fais de la photo de paysage, je vais mettre à 5 mètres plus l'infini, et je sais que la profondeur de champ est assez bonne pour avoir tout à peu près au point, donc s'il manque la mise au point, il ne va pas revenir à sa mise au point minimale qui est très faible, et donc il n'y aura rien de net, et donc ça aide grandement l'autofocus du X-T4 qui devient vraiment très bon à ce point là. Après il est vraiment très bien hein, l'autofocus du X-T4, mais il faut faire attention, dans des situations particulières il peut se faire avoir, et ça se voit beaucoup en fait. C'est ça le problème, c'est qu'un très bon autofocus, dès que vous allez avoir un problème avec, il va se voir comme le nez au milieu de la figure, et surtout sur les mirrorless, maintenant qu'on a directement la visée électronique, on voit directement ce qui n'est pas mis au point, alors que des fois sur le réflexe, on pouvait se dire c'est moi qui ai eu un problème, quoi que ce soit. Tandis que là, on voit très clairement que c'est l'autofocus.
Donc j'ai passé un petit peu beaucoup de temps avec cet autofocus de comment dire, Fujifilm X-T4. Donc ces problèmes arrivent bien évidemment, comme c'est un mirrorless, plus souvent lorsque vous êtes dans des ouvertures modérées ou très très basses, donc de f5.6 à f22 sur celui-là, mais ce sera f16 sur les f1.4 ou les choses dans le genre. Et donc j'aurais aimé que Fuji nous permette de faire autre chose. Après ça dépend de la façon dont sont agencés les éléments optiques, mais on en pourrait avoir l'option, je dis bien l'option, de faire comme sur les réflexes et de pouvoir faire l'autofocus à pleine ouverture et que ce soit après les réglages qui soient pris en compte, et donc qu'on fasse comme sur un réflexe et que l'appareil photo ferme à la prise de vue et que du coup l'autofocus n'ait pas beaucoup de problèmes. Il faudra voir ce que ça donne, mais donc je ferai un test lorsque j'aurai un téléobjectif avec, mais j'ai peur que pour des ouvertures de f11 ou f14, ce soit très difficile de faire la mise au point. Alors vous allez me dire pourquoi faire ça. Il y a des photographies qui demandent le mode vitesse à des vitesses très très basses, notamment la photographie d'avion à hélice, si vous ne le savez pas. L'hélice tourne à une certaine fréquence et si vous allez au-delà de cette fréquence, c'est comme si l'avion est tombé puisque l'hélice est figée, donc ça donne pas l'impression de mouvement de l'avion, donc c'est une photographie qui est très très dure en termes de netteté et c'est ça qui peut aider sur les mirrorless, c'est la stabilisation sur le capteur puisque ça permet de pouvoir stabiliser tous les objectifs. Par exemple le Z6, ça va me permettre de faire des photos nettes avec mon vieux 300 mm f4. Et donc voilà, c'est la seule inquiétude que j'ai sur l'autofocus de ce film X-T4 et ce qui ne me laissera pas tomber avec les téléobjectifs. Donc ce serait bien d'avoir cette option de pouvoir toujours faire l'autofocus à pleine ouverture. Après, comme je l'ai dit, il y a des très bonnes options dans ce module autofocus, donc je vais en parler un peu beaucoup, j'espère que je passerai pas moins de temps, ou si vous avez des questions, je referai de toute façon des vidéos sur les autres aspects, et sur l'autofocus aussi. Mais du coup, l'autofocus est vraiment très bien. On a notamment le mode manuel qui va être pour moi très très agréable parce que ce que fait le mode manuel, c'est qu'il marche comme mon AFC, parce que moi j'ai réglé l'AFC sur iPhone et le déclencheur ne fait pas du tout la mise au point. Et donc ce que fait le mode manuel, qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire l'autofocus en AFC. Donc vous faites l'autofocus en AFC et après lorsque vous déclenchez, l'autofocus se désengage et du coup vous pouvez bouger la bague de mise au point et si vous avez mis la vérification de la mise au point, il va zoomer dans l'image. Alors à savoir que j'avais dit un truc dans mon tuto, je crois que c'est le 2, en disant que la vérification AF ne marchait pas en autofocus. Ce qui est faux, c'est juste que c'est pas sur la bague de mise au point, c'est sur la molette arrière quand vous cliquez dessus. Voilà, donc c'est mon erreur. Et voilà, ça reste un autofocus de mirrorless et il n'est pas parfait, notamment dans sa précision. Alors si je peux rentrer, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais il n'a pas de collimateur en croix, ce qui fait que les réflexes en termes de sensibilité peuvent être meilleurs dans certains cas. Mais bien évidemment, l'aide de l'autofocus de contraste fait qu'il est bien meilleur dans d'autres situations. Alors si vous ne savez pas la différence entre... Enfin, ce que fait un autofocus de contraste allié à un autofocus de phase, c'est quand c'est bien fait, en fait, les micro-contrastes, enfin, tout ce qui va être des espèces de mini patterns ou les choses de la granulation ou les choses dans le genre, s'il reconnaît bien les couleurs, en fait il va faire mieux l'autofocus qu'avec basiquement un réflexe. J'avais testé le Z6 en comparaison du D750. Le D750 avait quand même plus de facilité à trouver des lignes fortes dans le noir, donc même avec un EV plus faible, mais par contre quand il s'agissait d'un motif sombre, le Z6 le battait tout le temps. Voilà, donc ce qu'on pourra juste dire sur les autofocus de mirrorless. Après, ce qui est étonnant, et c'est pour ça que je dis qu'il est brutal en photo, c'est qu'en vidéo, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je vais vous montrer un petit clip. Donc, il est peut-être un peu pas très régulier parce que je l'ai pris avec le pire objectif qu'on puisse prendre en vidéo, qui est le 35 mm f1.4. Mais du coup, ça vous montre que l'autofocus reste très efficace. En vidéo, il va vraiment être très doux, peut-être des fois un peu lent, mais je l'ai réglé sur la vitesse la plus faible, et donc vous pouvez voir que c'est très doux et c'est très utilisable de ce côté-là, et donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir une option d'avoir un autofocus plus doux aussi en photo, parce que moi je privilégie la précision, étant un usager prioritaire de l'AFC par rapport à l'AFS. L'AFS marche très bien là-dessus puisque ça fait un AF-lock, et donc en fait les Fujifilm arrivent très souvent à faire la mise au point directement, mais par exemple en AFC il peut juste perdre le point.
Et donc voilà, la vidéo va être vraiment très bien en autofocus. Ce qui est marrant, c'est qu'à faire l'objectif très fermé, il détecte encore très bien les visages. Là, j'ai juste commencé la vidéo avec le Fujifilm X-T4 en H.264 AAC, donc c'est du 1080p, en long up avec 200 mégabits par seconde. Et là, vous pouvez un peu juger de ce que donne la stabilisation. Donc si je m'arrête, parce que c'est peut-être moi qui n'ai pas forcément... en plus j'ai pas de trépied de balade accroché, donc ça doit bouger un petit peu. Donc j'ai un petit exemple là de vidéo prise avec le Fujifilm où je voulais... c'était une version bêta de la vidéo, donc il n'y aura pas le son. Et du coup vous voyez qu'il arrive quand même à bien prendre mon visage. Des fois il le perd, mais ça reste mis au point sur ce qui est le plus proche, et donc c'était mon visage, donc ça allait très bien. Et donc vous pouvez voir que l'autofocus du X-T4, bien que des fois, puisqu'il fait des fois des confirmations de mise au point, il est vraiment très très stable en vidéo. Et donc c'est à peu près ce que j'avais à dire sur l'autofocus. Donc ça fait un peu beaucoup de choses, hein, je suis d'accord, mais c'est souvent ce qui se voit en premier sur les appareils photo, hein, c'est ce que vous allez voir en premier qui va vraiment vous sauter à la figure, c'est comment marche l'autofocus. Donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu beaucoup maintenant, et donc on va passer à autre chose. Parlons un peu d'ergonomie. Donc c'est un peu spécial parce que chacun a sa façon de voir la bonne ergonomie. Dans les menus, c'est pas un problème. Enfin, le seul problème qu'il y aura avec Fuji, c'est la traduction qui est vraiment horrible. Voilà, ça il fallait le dire, hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le français, c'est vraiment pas ça. Il y a des problèmes, par exemple, il y a des mots en allemand. Enfin, par exemple, le mode drive, il s'appelle drive Einstellung, ce qui n'est pas du tout français. Donc ça va être basiquement tout ce qui est vitesse en mode continu, lent, haut et tout ça. Alors ce qu'il faut savoir dans l'ergonomie d'un Fuji, qui, si vous ne connaissez pas les Fuji, c'est un peu particulier, c'est que vous pouvez programmer plein de FN, comme le trèfle qui est ici, et tous les boutons FN autour du boîtier, donc à savoir le premier, celui-ci, puis c'est à peu près tout, hein. Après il y a l'écran tactile et les boutons qui sont derrière, et aussi le bouton Q et iPhone et AEN. Si vous êtes dans un mode qui n'autorise pas, comment dire ça, par exemple si vous êtes en mode S et que vous voulez utiliser le continu lent mais pas être à 8 images par seconde, mais par exemple être à 6, puisque c'est comme ça qu'il est programmé de base, si vous êtes en mode S et que vous faites le raccourci, ça ne marchera pas. Donc il faut s'habituer à ça, vous ne pouvez pas choisir un paramètre à moins que vous ayez sélectionné ce qui permet de l'utiliser directement. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, lorsque vous êtes sur vos molettes, vos roues plutôt, les modes automatiques, ils vont être en A. Donc vous retrouvez ce que vous pourriez avoir comme ergonomie dans les années 80. C'est là où ont commencé à être utilisés les modes automatiques comme le mode priorité ouverture qu'on peut avoir là. Donc la roue des vitesses est totalement dans ce style, mais il y a d'autres choses qui ont été rajoutées qui n'existaient pas à l'époque. C'est rien du tout. Mais du coup, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on va avoir un A, des C sur les molettes. Et donc je vais vous montrer ça juste là avec ce clip vidéo. Pour un peu illustrer ça, vous voyez qu'on a toutes nos molettes, donc avec des choses très intéressantes comme le fait de pouvoir bloquer et débloquer lorsque on l'utilise. Mais là on va avoir mode C et ici mode C. Donc dès que j'attribue des commandes à cliquer devant, je vais me retrouver avec la possibilité, bon, mon ISO est derrière, donc si je fais ça, vraiment je peux changer les ISO par la molette arrière, mais entre l'ouverture, la vitesse et la compensation de l'exposition, ça va se passer devant. Et donc je suis obligé d'aller là, mais qui, comment dire, vous dit que c'est ce mode-là qu'il faut utiliser pour pouvoir régler avec la molette la vitesse. C'est juste le fait d'utiliser l'appareil photo. Alors là je parle des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en photo. Si vous avez un peu l'habitude, il n'y aura pas de problème là-dessus, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Et il y aura ici, là vous voyez, donc je peux régler en manuel. Mais ici vous voyez il n'y a pas de bouton ni T ni C, et donc là il va falloir que j'aille dans les menus, et donc ce que ça fera, c'est que lorsque je sélectionnerai via le clic
ici l'ouverture, je pourrais sélectionner entre l'ouverture la plus grande jusqu'à l'ouverture la plus petite et récupérer quand même mon mode automatique en passant au-delà de F22. Comme vous voyez, c'est pas une ergonomie qui est accessible à tout le monde. On finit par comprendre exactement comment ça marche, mais il y a un petit peu des problèmes de ce côté-là pour ceux qui sont des nouveaux venus. Donc Fujifilm vous fait confiance à 100% pour savoir comment ça marche. Alors, ce qui va être intéressant, bien évidemment, c'est qu'il y a une contrepartie à tout, et si vous prenez la Bible, comme je l'ai dit, c'est basiquement une masterclass sur le Fujifilm X-T4. C'est juste que si vous n'aimez pas lire, vous regarderez ce que font les gens, vous paierez une masterclass pour voir comment marche l'appareil photo. Et vous avez exactement comment tout fonctionne, et c'est plutôt bien décrit. C'est pas très bien décrit dans l'appareil photo, donc si vous avez quelque chose qui ne marche pas correctement, vous allez voir là-dedans si vous avez quelque chose de particulier à voir. C'est là du coup où j'ai vu le petit problème d'autofocus était inhérent au Fujifilm. Après, moi ce que je trouve personnellement, c'est qu'en termes d'ergonomie, l'appareil photo est très bien parce que même si c'est un peu compliqué, on se retrouve à pas avoir 25 000 boutons pour faire la même chose comme sur par exemple le Pentax K1, et donc ça fait qu'au final on n'a pas tant de boutons que ça. On a nos molettes, et donc tout ça a été amélioré bien évidemment par rapport au XT3. Donc bien évidemment on aura notre écran qui se retourne, ce qui peut ne pas plaire à certains photographes et à certains vidéastes, parce que lorsque vous êtes là, en fait, comme vous n'êtes pas centré par rapport à l'appareil photo, vous pouvez perdre votre horizon, et donc il faut faire des vidéos comme ça, voilà. Et vous êtes moins discret lorsque vous faites des photos parce que vous ne pouvez pas juste retourner ça derrière l'appareil photo. Le roi de ça étant le Fujifilm X Pro 3, où vous pouvez juste descendre l'écran et pouvoir prendre des photos en bas comme ça. Après, en termes d'innovation, bien évidemment, on va avoir notre roue qui va, enfin notre roue secondaire qui va permettre, enfin c'est un switch plus qu'une roue, passer du mode photo au mode vidéo. J'aurais juste un petit problème à dire là-dessus, c'est qu'avant il y avait la photométrie dessus, donc c'est quelque chose qu'on ne change pas très souvent, alors que par exemple moi je suis en train de prendre une photo, on va dire je prends une photo, je vais pouvoir passer du mode photo au mode movie. Donc je fais ça, hop, et je vais filmer. Sauf que le petit problème que j'ai avec ça, c'est que le fonctionnement ressemble beaucoup trop au fonctionnement de l'allumage de l'appareil photo pour que de temps en temps je ne me retrouve pas à éteindre l'appareil photo plutôt que de changer de mode. On s'y habitue et l'appareil photo se réveille très très vite, donc c'est très bien de ce côté là, mais il faut savoir que c'est une petite chose en ergonomie qui me gêne des fois, juste vite fait quand je prends des photos. Après, la façon dont est fait le X-T4, c'est d'avoir un petit grip avec un déclencheur qui est sur le boîtier, évidemment comme tous les anciens appareils photo. J'ai juste un truc à dire là-dessus, c'est que vous voyez le déclencheur là. Beaucoup de gens disent vous pouvez utiliser un déclencheur souple, enfin les déclencheurs qui étaient à la main là, vous appuyez dessus, et ben non, c'est pas possible du tout, parce que ce que vous voyez c'est que vous avez un filetage dans le bouton de déclenchement. Et donc ce que ça fait c'est que vous pouvez juste mettre des choses pour que ce soit plus agréable pour prendre des photos, comme voilà, ce rehausseur de déclencheur. Sauf que normalement, si vous voulez mettre un déclencheur souple, le déclencheur se visse pas dans le déclencheur, il se visse autour. En fait, on a juste un trou dans le déclencheur pour pouvoir appuyer dessus. En fait, on a un câble dur avec une matrice autour, un ressort, et donc quand on appuie, en fait, la partie qui est dure, en fait, le câble peut aller dedans et appuyer sur le déclencheur. Donc c'est souvent vissé, par exemple sur les Nikon, c'est vissé sur le bouton qui va servir à verrouiller l'appareil photo. Par exemple ici il sert à faire le on et off. Mais à l'époque ça marchait pas vraiment comme ça les appareils photo. Donc voilà, de ce côté là. Après c'est que des détails mineurs, de manière générale le X-T4 est vraiment très très bien fait. On a quelque chose qui est de très très bonne qualité, avec des molettes de qualité. Elles sont un peu molles, mais ça doit aider en fait au fait que le bouton peut être aussi appuyé, ce qui peut des fois poser problème, mais ça marche plutôt bien de ce côté là. Et puis voilà.
termes de port, on aura notre port micro, notre port télécommande, notre port micro HDMI que personne n'aime, et notre port USB-C qui nous servira à la fois à connecter l'appareil photo à l'ordinateur, à le recharger, et comme vous le voyez ici, à mettre notre câble audio qui n'est pas présent à la base. Donc comme beaucoup de Fuji, si vous voulez vraiment avoir juste votre câble jack directement dans l'appareil, il faudra utiliser le VG XT4. C'est un appareil photo qui restera très agréable à utiliser. Donc comme je l'ai dit notamment dans mon ergonomie générale du boîtier, il y a bien évidemment ce bouton de dioptrie qui va être un petit peu... je ne le règle pas parce que en fait j'ai juste des yeux qui fatiguent très vite. Donc, j'utilise souvent le correcteur de dioptrie pour l'adapter à ma fatigue visuelle, sauf que là je peux pas parce qu'il n'est pas cranté. Sur les premières versions c'était le cas, je crois que c'était plus le cas sur le XT3, à vérifier, mais maintenant il n'y a plus rien. On ne sait pas où on est, donc il faudrait mettre quelque chose pour juste signaler le réglage initial. Donc un petit coup fin de stylo indélébile. Et ça peut marcher. Après, dans ce qui est de ce que le boîtier nous donne, ce qui est très intéressant pour un APS-C, et aucun APS-C fait ça, c'est nous donner un viseur qu'utilisent les mirrorless plein format comme le Nikon Z6 ou le Canon R, pas le RP puisque comme c'est un plus bas de gamme, ils ont choisi autre chose. C'est la dalle 3,69 millions de pixels, je suis sûr que c'est la même parce que ont exactement le même compte, et donc c'est bien d'avoir un viseur comme ça sur un APS-C parce que je le rappelle, la tendance c'est de, par exemple chez Sony ou chez Nikon, c'est pour ça que j'ai pas choisi leurs APS-C, c'est de se dire que si vous voulez avoir une bonne qualité de viseur, vous allez prendre un plein format. Moi ça ne m'arrange pas, et donc du coup on aura pas le meilleur viseur en termes de définition puisqu'il y a les Panasonic qui sont bien meilleurs, mais on aura déjà quelque chose de très bon. À signaler que les optiques derrière sont pas les meilleures, il y a un peu de distorsion et on voit des franges chromatiques sur les côtés du viseur, ce qui n'est pas du tout l'objectif. L'objectif ne fait pas ça, c'est bien évidemment la lumière qui vient du viseur qui est grandie par les optiques qui vous arrivent dans l'œil. Pourquoi je dis c'est pas le meilleur de ce côté-là, le Z6 fait bien mieux, il n'y a aucune distorsion dans le cadre visé tout en étant plus grand avec un relief d'œil pratiquement équivalent au XT4, mais on sera déjà dans quelque chose de très bien. Et ce qui va être relativement intéressant sur le XT4, c'est qu'on est plutôt correct dans les couleurs. Alors je dis plutôt correct, on est correct tout le temps, sauf que lorsque vous bloquez, lorsque vous faites la mise au point, vous appuyez sur le déclencheur, alors je n'ai pas gardé, la conservation de l'exposition sur le déclencheur. Moi je la mets tout le temps en AEL, et quand je veux conserver l'exposition, j'appuie dessus et ça la bloque indéfiniment. Ou du moins jusqu'au déclenchement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dès que vous appuyez sur le déclencheur, ça va un peu bloquer, bien que ça rafraîchisse dans l'appareil photo, bien évidemment, la balance des blancs et la colorimétrie, tout ce qui va être exposition et tout ça. J'ai constaté qu'il y avait un léger lag si vous appuyez sur le déclencheur et que vous visez légèrement ailleurs pour, je sais pas, recadrer vite, si vous êtes dans une situation particulière. On va avoir les couleurs qui ne s'adaptent pas forcément à la nouvelle clarté de la situation, mais c'est très mineur. Et ce que je trouve très bien, notamment sur le Fujifilm X-T4, c'est que la netteté est vraiment très bien décrite à la fois dans le viseur et sur l'écran arrière, même s'il reste moins défini que le Nikon, et j'ai dû m'habituer un peu à ce retour en arrière. Mais les photos sont plutôt, vous les verrez de la même façon sur l'ordi, ce qui est plutôt agréable, et ce qui n'est pas forcément le cas sur le Nikon Z6. Donc peut-être que le viseur a été conservé comme ça avec de la distorsion pour garder un piqué très bon. Le piqué deviendra assez mauvais lorsque vous êtes en basse lumière parce que évidemment c'est l'image qui sort d'un capteur APS-C, et tous les viseurs plein format donneront quelque chose de meilleur en basse lumière. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet, là je suis vraiment très précis sur des choses particulières. Et donc on aura un appareil photo qui fonctionne très bien de manière générale, très bon viseur, écran arrière un peu daté mais qui reste toujours meilleur que les Sony au final, puisque c'est le même, je rappelle, que le XT3 et que le X Pro 3. Donc la seule chose qui va changer, c'est le fait de l'avoir sur rotule. Les fonctions tactiles aussi
sont assez mineurs et vous ne pouvez pas y accéder dans les menus, donc au final on se retrouve à l'utiliser comme un appareil photo standard d'avant le tactile. Notamment en fait ce qui me dérange, c'est que lorsque je vais faire une review de mes photos, le tactile ça va être intéressant. Il n'est pas allumé l'appareil photo. Ça va être intéressant si vous voulez prendre une photo un peu correcte, on va dire. Ouais, ça serait correct. On tape normalement pour, voilà, pour arriver au zoom maximal, ce qu'on peut faire via ici le centre du joystick, sauf que comme vous l'avez vu, ça ne marche pas tout le temps. Le tactile, il est vraiment pas très réactif. Tout ce que j'aurais à dire, c'est que c'est vraiment du côté boîtier ergonomie, c'est vraiment un boîtier qui marche vraiment bien, notamment ce qui est intéressant. Enfin, au final, c'est bien d'avoir gardé ce switch là, par exemple, si je veux faire des photos, je suis tout le temps en AFC, mais si j'ai des problèmes, je me mets directement en manuel, j'ai pas besoin d'aller dans le menu, je peux rester sur le même collimateur qui va me permettre, lorsque je veux faire la vérification de mise au point, d'être là où je veux. Donc là c'est vraiment très bien de ce côté là, et moi j'apprécie plutôt bien ce boîtier qui est un peu plus petit que les X Pro. Donc voilà, de ce côté là, côté ergonomie, j'ai parlé de tout ce que je voulais au final. Maintenant parlons un peu de qualité d'image, parce que ça va être vraiment quelque chose d'assez important. Donc j'ai bien évidemment dit qu'il y avait à peu près la même qualité d'image que sur le XT30, le X Pro 3 et le XT3, mais bien évidemment ce qui va ajouter c'est la stabilisation en photo, et elle est vraiment très bonne. Bon, c'est un APS-C et donc le Z6 en comparaison, il peut être un peu moins bon, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la stabilisation est un peu meilleure que celle du Nikon Z6. Après, si vous voulez vraiment voir comment l'appareil photo fonctionne à son maximal, il va falloir mettre le déclencheur électronique. Et donc là, bon, le seul truc qui peut vous empêcher de faire des photos nettes, c'est peut-être le fait d'avoir ce tout petit boîtier qui peut vous faire un peu plus bouger qu'avec des boîtiers avec un peu plus de grip ou plus gros, comme le Z6 ou des réflexes. Après, moi j'étais assez étonné de la qualité d'image qu'on peut avoir avec ce petit appareil photo, à savoir que, bien évidemment, vous le savez, les Fujifilm sont tous en APS-C ou avec les GFX en moyen format, en pseudo moyen format, puisque c'est du format un peu plus grand que le 35 mm, mais c'est pas du 6.4.5 ou c'est pas du 6.7 ou du 6.6 ou du 6.8 ou du 6.9 ou du 6.12. Le moyen format c'est vraiment très large de ce côté-là. Mais du coup j'étais vraiment très étonné de ce côté-là, parce que moi je l'ai acheté en voulant un appareil photo qui est physiquement des capacités un peu meilleures que le Z6. Elles sont vraiment meilleures dans certaines conditions que le Z6, mais du coup je voulais pas payer beaucoup plus cher, et donc le Fujifilm X-T4 était vraiment très intéressant de ce côté-là. Du coup, eh bien, moi j'ai vraiment été étonné. Donc ce que je disais de Fujifilm, c'est que moi ce qui m'a dérangé du coup, lorsque j'ai eu le X100, c'est que ces JPEG étaient vraiment beaucoup mieux de que tout ce qu'on pouvait faire en RAW, et à l'époque il n'y avait même pas la matrice X-Trans, donc ça n'avait rien à voir avec ça. Et j'étais plutôt étonné, moi, de la qualité des RAW, à savoir que je prends pratiquement jamais en JPEG. Alors, je laisse les JPEG dans l'appareil photo, et c'est une pratique à avoir si vous voulez directement envoyer vos photos sur Instagram, parce que vous ne pouvez pas envoyer vos RAW de l'appareil photo jusqu'à votre téléphone. De toute façon, ce serait un peu relou au final. Donc je garde les JPEG juste pour ça, et ce que je trouve très intéressant, c'est que bien évidemment dans Lightroom on a les presets, bon, on a des presets à peu près comme sur l'appareil photo, donc on a toutes nos simulations de film, donc je peux rester sur l'Eterna pour peu que je lui dise ou que j'ai indiqué le XT4 comme preset lorsqu'il voit des photos de XT4, et que du coup le Eterna soit toujours mis comme profil de base, parce que je déteste l'Adobe Couleur, ça transforme mes photos en quelque chose que je n'ai pas pris, et donc c'est bien d'avoir le Eterna. Donc moi je prends en Eterna parce que dans mes photos je préfère avoir une vision plutôt naturelle des choses, donc j'augmente la dynamique en baissant souvent les blancs et en mettant les noirs un peu plus faibles, et je me retrouve quand même, parce que sinon si on a une photo trop plate c'est pas très intéressant, à tout recontraster, c'est pas vraiment recontraster, mais via la correction du voile, ce qui fait que ça redonne
plus de détails au final dans les zones sombres, donc on a des meilleures transitions et on voit plus ce qui se passe. Et comme c'est un capteur APS-C, bien évidemment, ça gère beaucoup moins bien ça que peut le faire un plein format. Alors moi dans Lightroom, j'ai pas encore eu vraiment de problème avec les fichiers du capteur X-Trans, donc ça me va très très bien, hein. Je suis pas du genre à trop augmenter de netteté, sachant que le preset de... en fait moi je mets de la netteté mais vraiment très finement. Et de ce côté-là, j'ai pas vraiment été déçu du XT4. Bien évidemment, à ISO équivalent, il y a beaucoup plus de bruit sur ça. Il y a au moins 1 EV de différence en qualité. Ce que diraient certains comme 2 fois plus de qualité. Mais en fait, si vous regardez réellement 2 fois, c'est pas au carré. Donc c'est pas ce à quoi ça correspond. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'un EV de différence, c'est une qualité d'image 2 fois plus élevés. Donc, parce que si vous ne le savez pas, au final, je repars dans des détails alors que c'est juste un test. Un ISO d'APS-C est augmenté, est amplifié de 1 EV par rapport à ce que vous auriez sur un plein format, et c'est une raison simple, c'est que si on veut garder les mêmes informations genre en termes de vitesse et d'ouverture, il faut amplifier le signal parce que pourquoi je dis les miroirs là, les APS-C, basiquement le capteur pour un même formule optique ont 2 fois moins de photons qui rentrent dans le capteur. Alors c'est un peu l'expérience des bacs d'eau qui sont différents, et quand il pleut, en fait, au final, on récupère plus d'eau dans le bac le plus large. Et c'est comme ça que les photos fonctionnent, même si chaque pixel séparé pour avoir la même taille que celui d'un format, le capteur en général accumule plus de lumière. Donc la physique dit que il y a plus de lumière qui est rentrée et ça se rend en photo. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que pour avoir la même vitesse et la même ouverture, il faut forcément amplifier, sinon ça ne correspondrait pas et vous trouveriez ça bizarre de passer d'un plein format à un APS-C, parce que 800 ISO par exemple sur un APS-C, ça correspond à 400 ISO sur un plein format au final. Voilà, tout simplement. Et donc ça reste vraiment quand même quelque chose de qualité. La seule chose que j'ai notée, c'est qu'au-delà de 1600 ISO, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on veut pouvoir un peu triturer la dynamique de l'appareil photo, déjà on peut bien évidemment moins que des ISO moins élevés, mais je conseille dans des situations compliquées de rester quand même sans la compensation d'exposition. Moi j'ai eu des petits problèmes avec ça, à savoir que le bruit de couleur et toutes les choses dans le genre, je ne sais pas pourquoi, arrive beaucoup plus rapidement dans les photos qui sont sous-exposées, et donc mieux vaut exposer normalement, tout en faisant attention d'avoir assez de détails dans le ciel, donc en termes d'exposition, et à la fois dans les sombres, pour pouvoir faire la photo comme vous l'aviez prise par exemple la nuit. Après, la qualité qu'on aura en vidéo est vraiment très bonne, hein, du coup, je sais pas pourquoi je dis du coup. Donc aussi, la qualité d'image en vidéo est vraiment assez étonnante, et je vois pas vraiment de différence avec le Nikon Z6. Bon, sûrement en sensibilité, mais lorsque je fais des vidéos avec les deux, hein, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté d'utiliser mon Canon, c'est que la différence de qualité se voyait vraiment beaucoup, et là lorsque je suis en Eterna et le Nikon en flat, le workflow en vidéo est vraiment très bon, sachant que je, fais pas du color grading forcément parce que j'ai pas l'ordi pour, sinon il serait en train de mourir. Déjà il meurt déjà avec les fichiers du Fujifilm X-T4, et j'en parlerai juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment les qualités d'un capteur Sony en vidéo, donc on va avoir une flexibilité d'utilisation qui est vraiment très bien. La netteté est bien évidemment un peu supérieure au Z6 parce que c'est un capteur plus défini et sans filtre passe-bas. Donc ça, c'est pas étonnant au final, mais il est vraiment très bon en vidéo. Alors un petit test, je l'ai mis à la place du Z6 pour avoir le même champ, et du coup vous pouvez voir s'il fait bien l'autofocus de l'œil sur moi, et si je suis bien exposé par rapport à l'arrière-plan, donc s'il me reconnaît bien le visage. Donc du coup c'est un peu plus large comme c'est 24 mm, et vous avez un petit peu les trucs un peu sales sur les côtés. Comme je l'ai dit, l'autofocus en vidéo est vraiment très bon, donc il y aura peut-être des petits problèmes lorsque... s'il a des problèmes à faire la mise au point, vous verrez peut-être ça un peu trop. Il y en a qui ont montré qu'ils pouvaient avoir des problèmes, mais sinon c'est vraiment très bien de ce côté-là. La stabilisation marche plutôt bien aussi. Bon, si vous faites comme moi, vous tenez comme ça pour la première fois, comme je vais pouvoir le montrer en vidéo, ou je l'ai déjà fait,
vous prenez comme ça et vous marchez de manière... Moi j'ai un peu un pas dur, donc ça c'est pas une gimbal non plus, mais ça marche vraiment très bien. À savoir qu'il y en a qui trouvent qu'il y a un problème de panning. Oui, parce qu'il doit y avoir... Il y a plus de 2 réglages différents dans l'appareil photo. Il y a le réglage où on peut le prendre à la main et faire du vlogging, donc il va plus facilement suivre votre tête, ce qui ferait typiquement en photo, parce qu'il va se concentrer sur un détail et du coup il va accrocher la stabilisation dessus. Et si vous faites un panning dans un mode équivalent, donc un mode plus pour suivre une seule chose, et ben il va pas savoir où il doit faire la stabilisation, il va décrocher d'un coup et ça va se voir. Et si vous mettez la stabilisation augmentée, je pense que ça marchera beaucoup mieux de ce côté-là. Et vraiment on a 2 options, donc la stabilisation augmentée servira plus à faire du trépied, donc plus pouvoir bien évidemment faire votre panning, mais vraiment pas bouger en fait. Si vous marchez, ça marche beaucoup moins bien au final. Donc il faut le savoir, sur le mode boost, c'est pas utilisé par exemple pour marcher. Comme je l'ai dit, mon ordinateur avait un peu de mal à supporter les fichiers Fujifilm et j'ai compris pourquoi. Parce que au final vous avez la qualité, donc vous pouvez avoir du ratio 17 neuvième, 16 neuvième, vous pouvez faire de la 4K, vous pouvez avoir plein de, comment dire ça, d'images par seconde, donc vous pouvez aller 60, 50, 30, 29 et quelques, 29,97, ou un truc dans le genre, 24 images par seconde et 23,98. Et donc ça c'est vraiment très bien. Vous pouvez aussi faire le mode à 240 images par seconde, et donc là il vous demande à quoi il la ramène, donc s'il augmente, enfin si c'est une vidéo x10, si c'est une vidéo x5, voilà. Vraiment très très bien de ce côté là, mais ce qui est assez marrant c'est que tous les autres fabricants choisissent le bitrate en fonction de la qualité, donc en fait plus vous montez en qualité, par exemple si vous prenez du mauve, chez Nikon par exemple, si vous prenez le mauve, les fichiers seront plus gros parce que les bitrates sont plus élevés. Voilà, typiquement, mais si vous prenez de la H264 AAC, donc la qualité la plus médiocre, normalement, et votre bitrate va automatiquement baisser, sauf que chez Fujifilm, si vous le savez, vous pouvez choisir le bitrate que vous voulez, entre 50, 100, 200 et 400 pour certains modes particuliers. Ce qui est assez étrange du coup, c'est que la taille de fichier n'est pas déterminée par le format que vous utilisez, mais par le bitrate au final que vous utilisez. Donc il y a très peu de différence entre le 4K, le 1080 et le 720p au final. Et donc moi, mon ordi, il n'en pouvait plus parce que déjà à 200 mégabits par seconde, c'était un peu trop pour lui. Et donc j'ai constaté ça, hein, c'est que sur le Z6, là, pour mes vidéos de YouTube, je suis en AAC, donc je peux faire quand même pas mal de vidéos sur 32 Go, et là je peux vraiment pas en faire beaucoup. Sachant que à 200 mégabits par seconde, il faudrait que je vérifie, mais les premiers enregistrements que j'ai faits se limitaient en taille de fichier à 2 minutes 39, donc c'était un peu embêtant. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut savoir, hein, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui pèse pas lourd, il faudra prendre soit 100, soit 50 mégabits par seconde, et pas juste changer le format de fichier. Donc après, en parlant de fichier, il n'y a pas que des choses roses dans le Fujifilm X-T4, j'en parle en vidéo parce que c'est là où ça m'est apparu le plus embêtant, parce que c'est là où les fichiers sont le plus gros. Donc vous avez 2 cartes, 2 ports UHS 2, donc là, moi personnellement, j'ai en photo un UHS 2, à savoir que le premier est en dessous du deuxième, ce qui n'est pas vraiment logique, mais ça c'est suivant votre logique. Mais on va pouvoir faire du débordement, bien évidemment, normal. Vous pouvez faire du séquentiel sur une carte ou sur l'autre, donc en gros, moi j'indique photo sur une carte et vidéo sur l'autre. Sauf que il va automatiquement passer d'une carte à l'autre et vous ne pouvez pas lui dire de ne pas le faire. Donc ça veut dire que quand je fais de la vidéo, il va m'indiquer le temps qui me reste et je me dis waouh, c'est ce qui me reste sur ma carte 2, waouh, ça fait beaucoup. Mais en fait non, parce que en fait ce qui prend en compte c'est les 2 cartes. Et alors que moi je veux garder mes photos d'un côté et mes vidéos de l'autre. Bien évidemment en photo il m'indique beaucoup, alors que je voudrais avoir que la carte 1. Mais c'est pas ça le plus embêtant, c'est que dès qu'il passe à la carte 1, dès que je suis dans le menu, dès que je suis dans le menu, alors ça doit être enregistrement des réglages, et donc voilà, j'ai ça là, donc je vous le montrerai d'un peu plus près. Et donc on peut choisir photo et vidéo, et dès que vous revenez sur la fente 1,
il se remet en réglage sur la fente 1. Vous faites comment? Vous allez formater votre carte, il sera toujours sur la fente 1. Donc à chaque fois que vous débordez sur la carte 1, vous êtes obligé de redire, de mettre sur la fente 2. Il y a plein d'autres fonctions dessus dont je ne parlerai pas forcément dans la vidéo. Ici, je pourrais peut-être faire une vidéo spécifique dessus. On va avoir de l'HDR qui sera directement fait dans l'appareil photo, donc il va prendre à la suite en rafale 3 photos. Il va les rajuster, comment dire, puisqu'il est obligé de faire un crop un petit peu pour vraiment rajuster bien les photos, et vous les remettra à 26 millions de pixels. Il y aura évidemment notre mode de bracketing. Il y aura, comme sur tous les Fuji, et ce qui est intéressant, puisque souvent ça n'existe pas sur les appareils photo, on a un mode pour faire du panoramique direct, le mode ADV sur votre roue comment dire, de sélection de rafale. Et vous aurez un truc assez étrange, hein, parce que ça c'est chez Fuji ce qu'on pourrait être l'équivalent d'un DX Mark III ou un truc dans le genre, parce qu'il y a 15 images par seconde, et le seul appareil photo qui fait mieux c'est le 1DX Mark III, et en dessous on aura le nouveau D6 qui est toujours à la traîne par rapport au 1DX Mark III, pauvre Nikon. Mais du coup on a toujours ce mode de filtre avancé, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est qui va utiliser, qui dit j'achète un XT4, genre le flagship de chez Fuji dans sa monture X, j'ai économisé assez d'argent, maintenant que je suis chez Fuji depuis un moment, je vais pouvoir utiliser ça comment dire, comme un pro, et je vais juste mettre mon mode comment dire, pour faire des photos, comme si j'avais un mode, comment dire ça, de petites images ou de trucs dans le genre. Donc après, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, mais moi personnellement ça me paraît assez étrange d'avoir ça sur un appareil photo de cette qualité, tropicalisé, avec tout ce qu'on peut attendre d'un appareil photo vraiment professionnel, hein, parce que au final c'est vraiment ça qu'est le Fujifilm X-T4, avec quelques problèmes de mirrorless et le fait que je pense que Sony reste encore devant en termes d'autofocus, mais si vous voulez vous pouvez faire des filtres avancés avec ça. Et ouais. Donc de manière générale, c'est un boîtier qui est vraiment plutôt bien fait, et je suis plutôt vraiment agréablement surpris de ce qui sort de l'appareil photo. Après, bien évidemment, j'ai quelques comment dire, petits reproches à lui faire, comme je vous l'ai raconté dans la vidéo, mais c'est pas des trucs non plus qui sont, comment dire ça, qui rebutera dans la pratique de la photo, et c'est pas des trucs juste pour dire que voilà, c'est pas bien, machin. Si je voulais dire des trucs pas bien, il y a bien évidemment certains petits problèmes qu'il y a dans l'appareil photo dont je pourrais parler. D'ailleurs, je peux le faire là. Personnellement, il y a quelque chose qui me... pourquoi je dis quelques? Je devrais dire plusieurs, c'est marrant, c'est peut-être la colorimétrie du retour, mais j'ai les cheveux qui sont limite violets dessus. Il y a certaines choses en ergonomie qui font que c'est de chez Fujifilm, et donc la logique est un peu étrange. Je pourrais aussi parler de l'algorithme, donc j'en parlerai juste après. Ce qui va me déranger, c'est par exemple si au hasard je vais faire mon menu et je veux programmer mon menu, je n'ai pas le droit de mettre à l'intérieur comment dire, de formater. Alors que c'est là où je vais avoir suivant ce que j'ai, en fait suivant ce que j'aime, tous les boutons FN ne peuvent pas être utilisés parce que j'aime pas utiliser les FN du tactile, mais ils sont utilisables, donc ça vous fait 4 fonctions en plus, mais je trouve ça plus problématique à utiliser parce que si vous par exemple bougez votre collimateur autofocus, il est quand même actif. Si vous bougez trop vite, vous avez un mode qui va s'enclencher que vous ne voulez pas forcément. D'ailleurs de base on a sur l'écran on va avoir le mode sport, et donc c'est pas bien de l'avoir mis là-dessus parce que beaucoup de gens qui viennent pas de chez Fuji vont dire mais attends, mais c'est quoi ça? Enfin bref, je peux pas mettre ce que je veux, tout ce que je veux dans mon menu perso. Fuji a dit bah non, tu le voudras pas, tu voudras pas, tu pourras pas l'avoir. Donc c'est juste un exemple comme ça, mais il y en a d'autres, mais je vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Après, ce qui me dérange, enfin ce que je trouve assez marrant, hein, c'est que l'appareil photo marche vraiment très bien, mais en termes d'algorithme, c'est vraiment, comment dire, si vous voulez essayer de comprendre comment l'appareil photo marche,
c'est quand même assez étrange. Je vais m'expliquer avec ça, c'est que par exemple là je suis dans le mode S. Si j'ai une UHS-2, hein, donc normalement j'ai une carte qui va très très vite, il n'y a pas de problème là-dessus. Si je mets un mode où mes JPEG sont un peu plus triturés, où je fais une courbe en S, ce que je ferais typiquement dans Lightroom, lorsque je prends la photo, il va attendre un peu de process tout le JPEG pour que ça marche. En plus d'avoir fait le RAW, donc là je dis OK. Mais par contre, si je me mets en C ou en CH, bah non, il n'y a pas ça. Alors je comprends pas pourquoi ils ne sont pas dit on pourrait faire exactement la même chose en mode S, à savoir faire un process en arrière-plan, mais on pourrait toujours voir dans le viseur ou voir sur l'écran arrière, alors qu'en mode S on ne peut pas. À savoir ce qu'il fait en mode CL ou CH, c'est qu'on voit la petite lampe qui va process tous les JPEG et tous les RAW, et après vous êtes reparti pour utiliser votre appareil photo. Les seuls trucs qui ne sont pas accessibles dans les menus, ça semble logique, c'est que vous ne pouvez pas formater en même temps, sinon vous allez tout exploser dans votre appareil photo. Et donc c'est des petits trucs comme ça qui font que, en mode, mais pourquoi si comme ça? Par exemple, le mode vidéo va être beaucoup plus doux en termes d'autofocus que le mode photo. Ça, ok, mais par exemple quand vous êtes en mode rafale, l'autofocus il va très très vite, donc des fois il va perdre, comme je vous l'ai dit, perdre la mise au point et aller où il veut, sauf que lorsque vous êtes en mode rafale, à partir du moment où vous commencez la rafale, il va activer une espèce de mode d'autofocus un peu similaire en vidéo, c'est-à-dire que si vous changez votre mise au point, il va doucement aller vers ce que vous prenez d'autre, et du coup on n'aura pas d'autofocus erratique qui essaiera de prendre n'importe quoi en photo, il sera beaucoup plus focus sur ce que vous mettez au point, et donc je trouve ça bizarre que ce soit pas équivalent en photo ou que ça marche pas exactement de la même façon. C'est juste ça, on a l'impression juste que ceux qui ont fait l'algorithme de l'appareil photo, ils étaient 15 et ils étaient tous chacun à un endroit, et donc ils ont mis leur truc dans l'appareil photo et à la fin ça fait un truc qui marche très bien, mais qui marche de façon différente suivant la façon dont vous avez de le faire fonctionner. Voilà. Il y a plein de choses que les gens ont dit, c'est bizarre que le XT4 soit comme ça. Bon, il y en a une en particulier, hein, comme vous le savez, il y a des évolutions d'ergonomie, hein, comme j'en ai parlé. Il y a le Movie qui est passé sur cette molette-là, et enfin, tout est devenu un peu plus cohérent en général, avec l'iPhone qui est mieux placé pour le pouce. La EL en dessous, le Q, bon après ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais la plus grande chose qui revient, qui est, plutôt quelque chose que les gens n'apprécient pas, c'est le fait d'avoir nos espèces de petits trucs en caoutchouc bizarres sur le côté là, et dire mais pourquoi on n'a pas une porte comme là-bas? En fait le problème de la porte c'est que lorsque vous ouvrez l'écran là, si vous avez une porte, vous êtes tout le temps obligé de l'enlever lorsque vous faites de la vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer un jour? C'est exactement comme ce petit truc là, que sur mon Z6, ça n'existe plus, au bout d'un moment j'en ai eu marre de le chercher partout. C'est que, par exemple, pour ce truc là c'est très intéressant, sauf que, enfin c'est très intéressant, c'est cache juste la griffe flash, donc c'est juste, voilà, je trouve que ça va mieux en noir ici, moi, personnellement. Mais pour ça, c'est que vous allez finir par perdre votre porte tout simplement, hein. Donc Fujifilm s'est dit ouais, c'est mieux de mettre des petits flaps là que lorsqu'on met nos câbles, on pourra tu vois, limite les caler en dessous, que d'avoir nos portes qui étaient sur le XT3, qui certes fait peut-être un petit peu plus beau, mais pour moi c'est pas illogique d'avoir fait ça dans le XT4. Ils ont dû se dire c'est pas très cool. Ils auraient pu mettre l'écran du XT200, mais après ce serait devenu un grand écran, et je ne pense pas que beaucoup de gens auraient apprécié de ne plus avoir le joystick, à savoir que le tactile, comme je le dis, n'est pas forcément très facile à opérer, en plus pour la sélection autofocus. Voilà. Il va me falloir conclure ce test du Fujifilm X-T4 qui est vraiment plutôt long. Alors j'ai peut-être pas tout décrit, mais pour moi j'ai décrit tout ce qui valait le coup pour moi, et donc comme c'est un test de moi, c'est vraiment ce que je voulais dire sur l'appareil photo. Il y a des choses dont j'ai peut-être pas parlé, par exemple la batterie, je peux en parler tout de suite, qui est vraiment très très bien, mais je vois pas de quoi en faire tout un four. Elle est, comment dire ça, pratiquement deux fois, il y a pratiquement un ampérage 2 fois plus élevé que sur l'autre, et bon, moi j'ai jamais utilisé de XT3, mais je verrai ça. Je pense que peut-être qu'un jour je me prendrai un X Pro 1 parce que j'adore quand même les X Pro et je veux pas faire ça pour en avoir un, donc je pourrais voir à ce moment là, mais l'autonomie est vraiment très bien, sachant que ça reste quand même un mirrorless et moi je laisse tout le temps allumé, je me balade avec.
Mais si vous prenez des photos intensivement, il faudrait quand même recharger la batterie tous les jours, mais en général vous n'aurez pas de problème à garder une journée la batterie, et ce qui encore une fois vous empêchera de devoir vous lever la nuit pour recharger vos batteries ou acheter 50 000 chargeurs. Alors ce qui est bien, même si ces batteries sont plus grosses, du coup il n'y a pas forcément besoin, Fujifilm a fait un chargeur dual pour cet appareil photo, mais il faudra l'acheter à part. Et moi ce qui me dérange un peu, c'est que ok, vous mettez un câble dans votre appareil photo, mais c'est quand même un appareil photo qui vaut 1700 €, donc il faudra éviter de devoir le mettre au niveau de la prise électrique, parce que le câble il doit faire ça, voilà. Donnez-nous un câble assez long pour charger le X-T4 sur une table, et là ce sera quand même un peu plus correct. Voilà, de ce côté-là. La stabilisation marche vraiment très bien en termes d'innovation par rapport au X-T3, et ça marche d'autant plus bien que les optiques sont tellement nettes avec le fait de ne pas avoir le filtre passe-bas, que c'est vraiment comme si vous preniez avec un plein format avec beaucoup de pixels, la loi de la vitesse, donc par rapport à l'objectif, fonctionne pas très bien forcément sur des appareils photo qui sont vraiment très nets, et donc la stabilisation vous aidera vraiment bien de ce côté-là, et les résultats sont vraiment très bons là-dessus. Après, ça reste évidemment la qualité que vous pouviez avoir avec le X-T3, l'autofocus que vous pouviez avoir sur le X Pro 3, donc qui ira très bien puisque vous avez des meilleures capacités vidéo que sur le X Pro 3, mais de manière générale, ce sera bien évidemment un X-T3 amélioré avec certaines astuces d'ergonomie. Ce nouvel écran qui marche bien, puisque c'est un écran sur rotule. Après, bien évidemment, il y a des contreparties à ça, et peut-être qu'un système à la Panasonic aurait été bien, mais vous avez déjà vu un S1H, il est pratiquement plus épais qu'il est large, donc voilà, de ce côté-là. Et pour moi, c'est vraiment un petit appareil photo qui est vraiment très bien. Juste une chose à ajouter, c'est pourquoi acheter un mirrorless aussi petit que ça lorsqu'on vient du plein format et qu'on trouve ça très bien. Et regardez ça, 16 mm de 8, donc équivalent 24 mm. On trouvait cette taille là sur les réflexes plein format, mais aujourd'hui sur les mirrorless, vous prenez ça, c'est énorme comme objectif, hein. Et ça n'existe pas d'ailleurs des petites focales de 8 pas chères en plein format, et vous avez quand même vraiment quelque chose qui se fond très bien. C'est ça, moi, qui fait vraiment que je trouve ça intéressant. Même confort de visée que sur le Z6, l'ergonomie générale, bien qu'elle soit quand même assez particulière et qu'il fasse s'y habituer, ça marche vraiment très bien. L'appareil photo fait très professionnel, il est très solide, mais on est beaucoup plus petit que par exemple mon Z6 avec le 35 mm qui est vraiment limite aussi gros que l'objectif. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens aiment aussi Fuji. C'est des beaux appareils photo tout petits, modérément grands on va dire, et avec des capacités qui sont vraiment très bonnes et qui exploitent à fond un système qui est en général dédié à des appareils photo qui sont bas de gamme. Voilà, là, je parle de la PC bien évidemment, et donc c'est ça qui peut faire quelque chose de très intéressant. En fait, lorsqu'on utilise un Fuji, c'est un monde à part. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui pourra faire que ceux qui n'utilisent pas Fuji sont un peu pas partagés à vouloir utiliser Fuji, c'est que c'est vraiment une communauté qui est à part, mais c'est les appareils photo qui veulent ça. Alors, on s'en entend souvent des gens dire que les Fuji c'est les meilleurs, c'est pas les meilleurs, c'est juste qu'ils sont très homogènes dans ce qu'ils proposent, et c'est des, ça fonctionne pour à peu près tout. Bien évidemment, ça ne fonctionnera pas très bien pour les photos en basse lumière, bien que je pense que je pourrais très bien utiliser le X-T4 pour ça, mais pour le type de photo en basse lumière que je fais, je préférerais évidemment toujours le Nikon Z6, surtout quand je ne veux pas utiliser la pleine ouverture. Donc voilà pour moi basiquement ce que je dirais du X-T4, un très bon appareil photo. L'autofocus est bon, mais il faut s'adapter au fait que des fois ça marche, enfin, la plupart du temps ça marche très bien, et des fois ça peut marcher pas forcément très bien, et que ça m'embête des fois d'avoir un autofocus qui soit moins bon à f8 parce que il marche à ouverture réelle, sans avoir de possibilité de passer au-delà de ça et de faire la mise au point à ouverture maximale.
Donc moi si Fuji dit demain on fait une mise à jour pour que vous ayez ça et que vous puissiez prendre avec n'importe quel objectif ce que vous voulez, moi je suis prêt à l'avoir, mais ils sont pas obligés de faire l'effort parce que personne ne le fait jusque là, et donc c'est à peu près ça que je pourrais avoir comme défaut, donc il faudra que je teste ça un jour, mais pour moi, eh ben, je ne suis pas du tout déçu par ce Fujifilm X-T4, c'est vraiment ce qu'on peut avoir de mieux chez Fuji, et de mieux en termes de mirrorless en général, et il va avoir des facultés en termes sportifs que pratiquement aucun autre appareil photo de cette gamme là n'a déjà. Et comment dire, on est sur quand même un appareil photo qui peut être jusqu'au territoire professionnel. Peut-être avec un ton autofocus qui ne sera pas aussi bon qu'un A9 ou qu'un DX Mark III ou un D6, on verra ça. Je parle en termes de photo général, enfin mode réflexe pour le 1DX et le D6, et ça en mode mirrorless puisque de toute façon il n'y a que ça. Et donc voilà mon retour, enfin mon test du Fujifilm X-T4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, il y a peut-être des choses dont j'ai pas parlé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces appareils photo là, il y a vraiment beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses à comprendre. C'est pour ça que ma vidéo, bon, elle sort quand même pas forcément très tard, mais il fallait que je fasse un premier avis là-dessus pour pouvoir après, par exemple sur le Z6, il faudra que je fasse peut-être une autre vidéo. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour que ma vidéo soit visible, et si vous avez aimé ça, bah, c'est encore mieux. N'hésitez pas à vous abonner aussi, et moi je vais vous dire salut et à bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo sur la photo. Salut!